légende, un inventeur de génie distribué partout dans le monde, existe depuis 130 ans. Une couleur caractéristique, la précision et la rigueur suisse au fond de votre poche. Je parle évidemment de Victorinox. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Première partie d'une grosse vidéo consacrée à cette marque, mais pas que, puisqu'on parlera également de la marque Wenger qui fait partie intégrante de la vie de Victorinox, et Suiza, une marque qui est beaucoup plus récente que vous commencez certainement à connaître. Alors je sais que vous êtes nombreux à aimer cette marque, alors je vais vous présenter tous les couteaux que je possède de cette marque, du plus petit au plus ancien, au plus gros, et je vous dirai un peu toutes les anecdotes que j'ai pu avoir avec, tout ce qui me sert réellement sur un couteau suisse, et puis ça vous permettra certainement de faire votre choix si c'est pas encore fait, parce que c'est vraiment un outil qui est à mon sens indispensable. On commence tout de suite par se replonger au début de l'histoire, et ça se passe au cœur de la Suisse. « 1884. La Suisse est en plein essor industriel. Des lignes ferroviaires commencent à relier les régions et le pays s'ouvre aux touristes. Cette démocratie séculaire prend sa forme actuelle. 1884. À Ibarschwitz, Karl Elsener et sa mère Victoria ouvrent un atelier de coutellerie. Karl prend très vite conscience qu'avec des produits communs, il ne pourra pas faire face à la concurrence des fabricants industriels. Faisant appel à ses connaissances et à son sens de l'innovation, il commence à élaborer un nouveau concept de couteau. Un couteau offrant autant d'usages que possible dans un format le plus réduit possible. En 1897, son invention est au point. Karl Elsener fait breveter son couteau d'officier et de sport et entre dans la légende. Au fil des décennies, les couteaux et outils de la famille Elsener connaissent un succès grandissant. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les GI américains ramènent aux États-Unis le couteau original de l'armée suisse, dont la réputation s'étend bientôt au monde entier. Pour Victorinox, c'est le début de la gloire. Aujourd'hui, le petit couteau rouge d'Ibarschwitz est devenu mythique. Mythique, c'est vraiment le mot qui caractérise le mieux cette marque, je pense. Moi, c'est une marque qui me suit depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant, et j'en ai toujours été raide dingue parce qu'il m'a servi énormément de fois. Et j'ai évidemment eu beaucoup de modèles différents selon mes situations géographiques, selon mes besoins, selon mes envies, je dirais presque. Donc on va évidemment commencer par le début et commencer par le premier modèle de la marque. Et puis pour ça, il faut faire un petit retour en arrière à la fin du 19e siècle, au centre de la Suisse. C'est à la fin des années 1880 que l'armée suisse décide d'acheter un nouveau couteau pliant pour ses soldats, devant servir entre autres à manger et à démonter leurs fusils Vetterli. Karl Elsener, inventeur, dépose donc le brevet de son futur modèle pour l'armée suisse en 1887. Les outils inclus sur ce modèle seront une lame, un ouvre-boîte, un tournevis plat et un poinçon. En janvier 1891, l'armée suisse déclare ce nouveau couteau bon pour le service, sous le nom de modèle 1890. Celui-ci a une poignée en bois de chêne noirci, certains seront ensuite fabriqués en ébène et enfin en fibre synthétique. Comme à cette époque, aucune société suisse n'a la capacité de production nécessaire, les 15 000 premiers couteaux sont livrés par le fabricant allemand de couteaux Wester & Co. de Solingen en octobre 1891, Solingen étant la capitale de l'industrie du couteau en Allemagne. Déjà à la fin de 1891, la compagnie Karl Elsener à Ibach, dans le canton de Schwyz, qui deviendra par la suite Victorinox, a pris le relais. De nombreux autres fabricants de couteaux d'Allemagne et de Suisse ont fabriqué ces couteaux et les modèles suivants, y compris la firme créée en 1893 à Delmont sous le nom de Paul Becha & Company et qui deviendra plus tard la société Wenger.
On commence donc par le plus vieux modèle que je possède, qui appartenait à mon père lorsqu'il était à l'armée, dans l'armée suisse. Vous voyez qu'il est vraiment en piteux état. Je vais vous montrer sa lame ici, qui est vraiment extrêmement usée. Alors, il faut savoir que, à mon avis, je pense que il a été réaffûté chez un rémouleur à l'époque. Les rémouleurs passaient dans les rues, et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de matière qui a été enlevée. Vous voyez, je vous le montre. Alors, s'il y a des spécialistes, évidemment, on pourrait peut-être me dire le modèle exact, si c'est celui de 1954 ou d'avant. Je vous le montre le mieux possible. Alors, ce qui est intéressant quand même, je vous montre d'abord cette lame, c'est que c'est toujours hyper fonctionnel, il y a zéro jeu, et on sent que c'était un outil qui était, et qu'il le reste, hyper costaud. Encore un peu plus costaud que les classiques. Je vous ai pris un petit Spartan pour vous le comparer, parce qu'il faut savoir que ce couteau fait quand même 85 grammes et qu'un Spartan fait 60 grammes. Alors fermé, le Spartan est un tout petit peu plus petit, mais à peine. Je vous le cale ici. Ça va être difficile à voir, mais à peine de quelques millimètres. Au niveau des lames, on est sur une lame qui devait être équivalente. Alors je ne sais pas s'il y avait déjà un polissage miroir à l'époque ou pas. Vous voyez au niveau de la construction également ici. Je vais vous montrer évidemment les autres outils qui composent ce couteau. Alors malheureusement plus de poinçon qui a été cassé. Alors je ne sais pas pourquoi. Ici, hop là, pardon. Ici, le fameux tournevis avec ici une partie tranchante. Alors est-ce que ça servait pour un usage particulier à l'armée? Je ne sais pas. Alors a priori ça évidemment pour démonter le fusil qui devait avoir des vis classiques hein, certainement. Mais alors cette pièce là, voilà, si quelqu'un est capable de me dire à quoi elle pouvait exactement servir, ça m'intéresserait évidemment. Et puis on avait ce fameux ouvre-boîte qui avait quand même un look assez particulier. Alors là il est assez difficile à sortir hein. On a peur de se casser l'ongle. Tac, voilà, qui avait un look vraiment particulier, alors qui devait certainement fonctionner. Alors je pense on se mettait plutôt sur la gauche sur la gauche, voire les boîtes étaient un peu différentes, je ne sais pas, puisqu'évidemment si on compare à l'ouvre-boîte de nos jours, qui est quelque peu différent hein, avec évidemment cette fonctionnalité en plus d'avoir le petit tournevis au bout. Voilà ces outils là. Alors je me pose la question, et je vous la pose également à vous, c'est que voilà, je me pose la question de savoir si il faudrait que j'envoie ce couteau à Victorinox pour qu'il le rénove. Alors évidemment là il est dans son jus, c'est assez sympa, on va dire il a une histoire, mais cette histoire je ne la connais pas vraiment. J'aurais aimé savoir, bah tiens effectivement le poinçon il l'a cassé en faisant ça, etc. Effectivement la lame elle est abîmée parce que c'était un rémouleur. Effectivement ça il l'utilisait pour faire telle ou telle chose, et puis finalement cette partie là lui il l'utilisait pour je sais pas couper de la ficelle ou j'en sais rien. En tout cas voilà, ce qui me désole un petit peu, c'est que voilà il prend du verre de gris, il va prendre également un peu de rouille, et mis à part le mettre dans un coffret et essayer de le maintenir on va dire dans son état, je ne sais pas exactement comment je pourrais le restaurer moi-même, puisque je ne peux pas démonter les plaquettes, etc. Les plaquettes pareil, elles sont abîmées, elles sont fatiguées, là même on dirait presque que ça a été brûlé de ce côté. Donc voilà, je me pose vraiment la question de savoir si je dois effectivement l'envoyer à Victorinox ou non. Donc n'hésitez pas en dessous justement dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Il faut savoir que ce couteau a été réédité pour les 125 ans de Victorinox, une série limitée de 1890 exemplaires, mais qui coûtait quand même la bagatelle de plus de 400 € je crois, hein. C'était pas loin de 500 même je crois, et qu'une trentaine de modèles pour la France. Alors peut-être que certains d'entre vous ont pu se l'offrir. Maintenant évidemment je pense que c'est un modèle qui sera très difficile à trouver, mais peut-être que ces couteaux existent encore en occasion. Mais si j'en avais un qui était fonctionnel, je crois que je l'utiliserais réellement, parce que il est vraiment hyper solide. Et puis évidemment ce look hyper vintage, ça serait vraiment une très bonne idée de Victorinox de remettre
même simplement des outils comme le Spartan qui sont au goût du jour, mais avec ces anciennes plaquettes dessus. Ça serait vraiment, il y aurait vraiment le petit côté vintage, le petit côté rappel de ce modèle mythique. Donc voilà, si Victorinox m'entend, ça serait vraiment un modèle qui fonctionnerait parfaitement et qui serait vraiment plébiscité par pas mal de monde, je pense. Le terme couteau suisse est devenu un terme générique qui désigne de nos jours autant le fameux couteau rouge qu'une personne avec de grandes capacités d'adaptation ou de nature astucieuse. Cette appellation est apparue après-guerre lorsque les soldats de retour d'Europe rapportaient avec eux cette étonnante innovation. Il faut savoir que jusque dans les années 90, les couteaux remis aux militaires suisses portent un poinçon avec les lettres KMV, abréviation de Kriegsmaterial Verwaltung, intendance du matériel de guerre en français. Mot difficilement prononçable outre-Atlantique, a vite été remplacé par le terme plus simpliste de couteau suisse, ou plutôt Swiss Army Knife, avec la fameuse abréviation SAC. Je continue avec les petits modèles de la gamme, les plus petits modèles de la gamme, les classiques. Alors celui-ci, je vous le montre parce que je l'ai refait. À l'époque, c'était un Tomo. Le Tomo, je le trouvais super beau, super design, un designer japonais qui l'avait fait. Et les plaquettes sont parties au bout d'un moment. Donc je m'en suis refait. Alors c'est dommage que vous ne pouvez pas le sentir puisque c'est du bois de genevrier. Alors, je remercie Cédric qui m'a donné ce bois. Et ça m'a permis de me customiser un peu ce couteau. Je l'utilise mais 10-20 fois par jour parce que déjà on va avoir ici une petite lame principale, alors qui est intéressante parce que on est vraiment hyper précis avec, c'est extrêmement pointu, on peut vraiment faire du travail très fin. Si on a une écharpe, ce genre de truc, on arrive vraiment à travailler très bien avec la pointe de ce couteau. Le petit marquage ici à la base Victorinox, il n'y a pas beaucoup de place mais ils l'ont mis dans ce sens là. Évidemment ce que j'utilise à fond c'est ça pour me curer les ongles. Ma compagne a elle-même un modèle blanc un peu plus classe avec la petite lime qui va bien, donc ça je l'utilise mais tout le temps, toute la journée, comme je bricole pas mal. Ici il fait chaud, il suffit qu'on se gratte, ben voilà, on a de la crasse sous les ongles. Et puis ces ciseaux, évidemment, là aussi, petits ciseaux pour voilà, enlever une petite étiquette ou un poil de nez qui dépasse, ce genre de choses. Tac, avec ça, c'est hyper rapide. Donc ça, évidemment, extrêmement léger. C'est sur mes clés. Ça vaut effectivement une vingtaine d'euros. Maintenant, il y a énormément de modèles qui sont présentés, qui sont proposés par la marque avec plein de dessins super sympas. Ça peut être vraiment une très très bonne idée cadeau. Et je peux vous assurer que ça, c'est vraiment un objet dont on se sert au quotidien. Ouvrir le courrier, toutes ces petites choses. On a besoin d'ouvrir un packaging, bah voilà, avec ça c'est juste parfait et ça suffit dans énormément de cas. Alors Victorinox a été toujours énormément copié. Là j'ai deux petits classiques, des espèces de copies chinoises. J'en ai jamais eu qui ont atteint la qualité Victorinox, quelle que soit la marque, etc. On est toujours sur des choses un petit peu, regardez comme là, un peu du à peu près, voilà, ça dépasse, on n'arrive pas vraiment à attraper les outils, les qualités d'acier sont, voilà, ça coupe pas. On est toujours sur des choses qui ressemblent beaucoup, mais qui n'ont jamais la qualité de Victorinox. Je vous montre d'ailleurs direct, voilà les ciseaux par exemple. Ça c'est les ciseaux basiques. Alors ça peut fonctionner certainement. Pas de bêtises, mais voilà, ça marche, on est bien d'accord. Mais rien à voir avec ça. Là on est sur le même type d'outils. Alors là c'est encore pire, parce que là les ciseaux, il n'y a même pas de débattement, ou il y a très peu de débattement. Enfin voilà, en tout cas, j'ai jamais trouvé, même dans d'autres petits outils, il y a plein de marques qui font des petits outils
outils comme ça, des mini pinces, etc. J'en ai des tas, mais on n'est jamais sur la qualité qu'on peut atteindre chez Victorinox, et surtout la durabilité dans le temps. Moi j'ai des couteaux qui sont vieux et que j'ai vraiment utilisé des années. Ça m'étonnerait que ça dure des années, mais encore une fois ça peut largement suffire, hein. Si on a ça aux clés, on est déjà content d'avoir ce petit outil. Et si on cherche à avoir encore plus d'outils, et bien voilà, ça c'est le mini outil ultime de chez Victorinox. Donc le Mini Champ Alox. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez complet. Alors c'est assez drôle quand même parce que, pour vous donner un ordre d'idée, il pèse quand même 40 grammes. Hein, les classiques font 20 grammes, là on est sur 40 grammes. Je vous rappelle que celui-ci fait 35 grammes, juste pour vous donner un ordre d'idée. Et que le Alox ici en fait 45. Alors vous voyez que si vous avez vraiment le duo gagnant, c'est celui-là, hein. Vraiment là vous êtes au summum de la classe. Alors on va voir ensemble rapidement tous les éléments qui composent ce couteau. Alors ici une première petite lame, enfin je dirais une lame, c'est le fameux onglier avec ici la petite lime. Ensuite on va retrouver ici hop, une lame plate, hop, ce que vous voyez ici. Ensuite un petit outil pointu et tranchant ici, hein, qui permet de venir tirer ici, tac, couper une petite ficelle par exemple. Là on va avoir une petite règle en centimètres et en pouces, avec ici un mini tournevis, alors là qui est formidable justement pour resserrer les vis de lunettes, hein. C'est souvent pour ça que je l'utilise. Alors celui-ci n'est pas le mien, il appartient à Loïs, que je remercie d'ailleurs puisqu'il me l'a prêté pour faire cette revue, et je sais que moi je l'utilise de temps en temps chez lui parce que je sais qu'il est dans sa chambre et que c'est vraiment une ressource, et notamment j'utilise très souvent cette petite vis. Ensuite ce petit outil là, alors je savais pas trop ce que c'était moi justement. Alors au début je pensais que c'était un truc pour dénoyauter, j'avais lu ça quelque part, alors à vérifier, hein. Mais en fait c'est pas du tout ça. A priori on me dit que c'est pour repousser les ongles, alors je sais pas exactement, je vais regarder ce que c'est comme outil, ou je pensais que c'était peut-être une petite cuillère à cocaïne, pourquoi pas, mais a priori non. Donc déjà beaucoup d'éléments de ce côté, et puis évidemment on va en avoir d'autres. Là on va retrouver une petite lame classique, où là on va retrouver le marquage à sa base. On va avoir ici un outil qui est très complet, des capsuleurs, des nœuds de câble et mini tournevis cruciforme. Et enfin ils n'ont pas fait l'impasse, fort heureusement, sur les ciseaux qui fonctionnent évidemment parfaitement, même avec leur taille hyper réduite, puisque c'est les mêmes que sur le classique. Alors par contre, comme c'est un modèle Alox, on ne retrouve pas la pince à épiler et le petit cure-dent. Alors là c'est vraiment un outil qui est fantastique, hein, au vu de sa taille, hein. C'est vraiment de la haute technologie. Maintenant le prix est quand même un peu élevé, hein. Je crois que c'est une 60aine d'euros pour ce modèle, mais évidemment il est ultra complet. Alors on voit qu'il commence doucement à prendre un peu, je dirais, de la patine, mais je sais que c'est pas vilain, même si vous voyez que la peinture s'enlève à quelques endroits. Et bien voilà, ça le rend, je dirais que ça le rend vivant, hein, au moins il vit. En tout cas voilà, ça un modèle vraiment, je vais pas dire un incontournable, hein, c'est comme le gros Champ, hein, mais voilà, au quotidien ça peut encore être transportable et vraiment très utilisable avec tout ce que ce couteau propose. Il y a quelques années, c'est celui-ci que j'ai pas mal utilisé. J'ai adoré le dessin sur les plaquettes, hein. On voit ici les cuissons avec
la croix suisse à l'intérieur. J'aime bien parce que c'est un couteau qui a un petit gabarit, qui est extrêmement léger. Là on est sur un couteau qui fait 35 grammes. Et puis c'est parfait, voilà, dans un paysage urbain ou pas, mais voilà, si on a besoin d'aller simplement au restaurant, prendre un petit apéro, bah, on va voir tout ce qu'il faut sur celui-ci. Évidemment, on le voit là, le fameux tire-bouchon qui a dû servir à plus d'un d'entre vous, j'en suis certain. Ici, alors c'est assez remarquable ça, c'est le décapsuleur, vous l'avez vu, mais qui est d'une forme un peu particulière, hein, qui redescend un petit peu ici, donc c'est pas la forme qu'on a l'habitude de voir. Et puis l'embout qui peut évidemment servir de tournevis. Le dénus de câble, on risque de pas vraiment l'utiliser, mais enfin, c'est pas vraiment important. Et puis cette taille, moi, qui me convient, alors je vous le compare évidemment avec le Spartan. Alors vous voyez ici déjà la différence de taille au niveau des plaquettes, hein. Il est légèrement plus petit, et puis là, la lame qui est légèrement plus courte également, à peine, mais c'est vrai qu'on le ressent quand on le prend dans les mains, de dire c'est vrai que c'est un peu plus petit, mais moi honnêtement ça me gêne absolument pas. C'est pour manger, c'est très très bien, pour se tartiner un truc, enfin voilà, c'est pas pour des gros travaux, hein, évidemment, mais je trouve que c'est des couteaux qui sont particulièrement élégants et qui sont suffisants en tout cas en termes d'outillage, on va dire, hein, pour justement ce type d'activité, hein, ces apéros. Et puis après vient le côté beaucoup plus classe, et celui-là je l'adore et vous êtes nombreux à l'adorer, c'est le fameux Alox. Celui-ci, on est sur le modèle 2017. Vous savez sans doute que Victorinox propose 3 couteaux par an avec un coloris différent chaque année. Et puis on va donc avoir ici la date qui correspond à la couleur. Alors je le trouve évidemment élégant, et puis en plus il a une petite histoire celui-ci pour moi, et je vais vous la raconter. C'est que j'ai acheté ce couteau en allant dans une librairie quand je raccompagnais le père de ma compagne à l'aéroport, et puis je trouvais que c'était assez sympa de le trouver là, ce couteau. Et puis je me suis dit bah tiens, c'est toujours, vous savez, je vous dis souvent, Victorinox, on est sur le partage, l'héritage, etc. Et je trouvais ça sympa de m'acheter ça à ce moment là, et de me dire bah en plus je me souviendrai à chaque fois de cette personne avec qui j'avais passé un mois génial, on s'était très bien entendu, donc beau souvenir également. Et puis là voilà, il y a ce côté un peu plus classe du Alox, évidemment, comparé à des plaquettes en plastique, même si ici elles sont décorées, etc. On est quand même sur une gamme au-dessus. Au début j'hésitais un petit peu à le prendre avec moi. Alors il est un petit peu plus lourd, hein, il fait 46 grammes. J'hésitais à le prendre avec moi parce que j'avais peur d'abîmer ici le revêtement. Et puis j'ai vu certains couteaux qui avaient été usés par le temps, et puis c'est pas vilain au final. Donc j'ai décidé voilà, je fais quand même un peu attention. On va avoir l'ouvre-boîte, donc parfait, l'ouvre-boîte, pardon, le décapsuleur. De l'autre côté on va trouver l'ouvre-boîte. Alors là encore, hein, qui peut servir de temps en temps ici, hein, de temps en temps on tombe sur des boîtes de thon, voilà, en apéro, pourquoi pas, et hop, on a besoin de ça, on l'a sous la main. On n'a pas sur ce modèle là de décapsuleur comme vous pouvez le voir, mais on a le petit élément qui nous permet de nous curer les ongles. Ça moi j'aime bien, parce que voilà, on arrive à l'apéro avec les mains propres. Enfin voilà, je le trouve vraiment magnifique. Et puis pareil, ça c'est le genre d'outil que j'emmène au resto, hein, sans problème, hein. On peut voilà, il y a vraiment ce côté, ce petit côté classe. Évidemment ça change voilà, d'une version de ce type camouflage, etc. On n'est pas sur le même voilà, on n'est pas du tout sur le même délire. On a une image un peu plus classe. Et puis il faut savoir que mine de rien, bah, ça grippe un petit peu plus que des petites poignées en plastique. Alors bon, c'est pas gênant pour ce qu'on fait avec là, hein. L'apéro, hein, c'est pas très grave. Et puis là, bah, le fameux logo que je vous montre de près, hein. Ah, je le trouve génial. Je trouve vraiment cette couleur magnifique. Alors, elle existe, hein, dans plein de coloris, hein. Et puis il faut savoir que ici, dans les versions classiques qui ne sont pas en édition limitée, là on n'a rien, et puis on peut faire graver son nom, son prénom, son logo, on le voit assez souvent. Donc voilà, ça vraiment c'est un couteau que je vous conseille, parce que c'est le genre d'outil élégant qu'on peut emporter vraiment partout.
91 mm pour 60 grammes, on passe à la taille standard et le fameux Spartan. Alors pourquoi je vous dis le fameux Spartan? Parce que celui-là je trouve que c'est vraiment une référence et ça doit être sans doute un de ceux qui est vendu le plus, parce que on retrouve vraiment tous les outils qu'on a besoin dans un mode, je dirais, urbain. En tout cas des outils qui sont suffisants pour ce qu'on va en faire dans un milieu urbain, à savoir ces deux éléments là, évidemment, décapsuleur, ouvre-boîte. À l'arrière ici le poinçon, ça aussi qui m'a beaucoup servi. Alors pré-trou, ce genre de choses, mais je me rappelle surtout les ceintures. Le tire-bouchon évidemment, là ici, les deux éléments qu'on retrouve là. Évidemment la lame principale, hein, qui est un petit peu plus grande que celle du cadet maintenant. Donc vous voyez qu'elle a déjà quelques années, mais qui est toujours en état de fonctionnement parfait. Et puis ça, l'apparition de cette petite lame qui a du mal à s'ouvrir sur celui-là d'ailleurs, faut que je le graisse. Cette lame elle est juste géniale. Alors c'est dommage qu'elle ne soit pas sur plus de modèles et surtout des modèles qui sont de taille un peu plus imposante, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique. Moi je m'en suis servi des centaines de fois. Alors je préférais justement utiliser cette petite lame pour les travaux un peu sales, hein, si je devais ouvrir un colis, couper des trucs, etc. Mais on a vraiment une... voilà, on peut l'utiliser vraiment comme un stylo, on peut l'utiliser ici de près, on a vraiment de la précision si on doit faire un trou, si on doit faire quelque chose de très... travailler vraiment un petit détail. Avec ça on y arrive parfaitement. Et puis ça c'est vraiment un élément que j'ai énormément utilisé et je vous le dis qu'il me manque sur certains autres modèles. Ici on est sur des plaquettes camouflage. Vous voyez, ça c'est resté, un tout était... il y a même des traces d'usure, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, celui-là il doit avoir quelques années, donc forcément il est un peu dans son jus, mais encore une fois il fonctionne parfaitement. Et puis j'aimais bien évidemment ce côté camouflage, moi. Je trouvais ça amusant, même dans un milieu urbain. Et alors je sais pas s'il y a énormément de coloris qui existent pour le Spartan. Mis à part les classiques noirs, etc., bah, ils ont dû faire des plaquettes de différentes couleurs. Et puis il faut savoir que les plaquettes, vous pouvez les changer aussi assez facilement. Hein, et qu'il y a des plaquettes de différentes couleurs qui sont vendues, même pas que chez Victorinox. Hein, il y a d'autres fabricants de plaquettes. Donc c'est toujours aussi marrant de pouvoir changer le look de son couteau, hein, si on aime bien celui-ci. Mais en tout cas, voilà, pour moi, celui-là, c'est vraiment un incontournable, le Spartan. On va parler un peu de cette autre grande marque, Wenger, qui fait partie du paysage suisse. Je vous l'ai dit, la coutellerie Paul Beuchat SI est fondée en 1893 à Courtétel, dans le canton du Jura suisse. En 1897, Theo Wenger est nommé directeur. En 1901, les premiers couteaux suisses sont livrés à l'armée. En 1908, le directeur Paul Wenger renomme en Wenger & Co. et la coutellerie obtient son nom actuel Wenger en 1922. En 1986, un incendie marque un tournant dans l'histoire de cette entreprise qui est obligée de se reconstruire, mais de manière plus grande et plus moderne. Et enfin, en avril 2005, l'entreprise est rachetée par son concurrent direct Victorinox, mais les deux entreprises continuent d'exister. Au début 2014, la société cesse de produire des couteaux de poche sous son nom pour se concentrer uniquement sur la fabrication de montres et de bagages. Wenger, donc j'ai quelques couteaux, mais en tout cas j'ai aussi une montre que je tenais à vous montrer. Forcément, là, Wenger, je la trouve superbe, vraiment un look vintage. C'est vraiment du robuste. L'arrière aussi, on voit le nom de la marque. Je l'adore celle-là. Le bracelet a un peu vieilli, hein, parce que voilà, c'est un peu moins, je l'ai un peu mouillé, mais en tout cas très résistant. Donc ça, je vous conseille, allez voir un peu les montres Wenger, elles sont très sympas, elles sont de très bonne qualité et elles sont moins chères que les Victorinox. Alors maintenant, Victorinox, j'ai aussi envie d'en avoir une, forcément. On va parler de ce petit canif qui fait 85 mm de long, donc qui est un tout petit peu plus court ici, vous voyez, que le Spartan. Et puis on va retrouver des éléments de la marque. Ici, la marque qui est en relief, Wenger. Là, le logo de la marque. Évidemment, la lame principale. Alors qui est assez sympa parce que regardez, elle a un peu de ventre. Si je vous la compare en taille, elle va faire la taille des cadets. Mais vous voyez qu'elle est un peu plus épaisse. Et puis là, il y a cette espèce de grande courbure.
qui est assez sympa. Bah voilà, ça change un petit peu du look. Et ça, je trouvais ça assez beau. Et puis on voit à la base ici, voilà. Encore une fois, le Wenger Delmont et puis le fameux écuisson qui représente donc, on va en reparler tout à l'heure, l'arbalète. Et Delmont, forcément, pour la fabrication de ce couteau. On va retrouver d'autres éléments de l'autre côté ici. Hop, un poinçon, alors qui est assez petit, c'est marrant, qui est à peine pointu et qui n'est pas tranchant d'aucun côté. Il est simplement biseauté ici. Voilà, on peut vraiment bien le maintenir là pour faire un pré-trou, voilà, pour percer une ceinture, etc. Donc ça peut être intéressant évidemment. On va retrouver ici un anglier que je vais vous comparer avec sa petite lime à celui, voilà, d'ici. Voilà, un petit peu différent, mais il fonctionne tout aussi bien. Le fameux tire-bouchon. Alors pourquoi je dis le fameux tire-bouchon? Parce que c'est exactement le même que sur les Victorinox, et je crois, d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, que c'est fabriqué par une société française, à Bonpertuis, hein, il me semble. Donc à mon avis c'est les mêmes éléments, parce que bah voilà, c'est les mêmes, donc je pense que ça vient du même fournisseur, donc tout aussi efficace que l'autre. Toujours ça, vous le savez ça certainement, c'est que ça, si ça se balade, on le met là, on ferme ça, et du coup ça c'est bloqué, ça vous gêne plus. Mais vous deviez sans doute le savoir. Ici, l'ouvre-boîte, qui ressemble encore une fois à celui de Victorinox. C'est important de les comparer. Voilà, ils vont être sensiblement les mêmes, avec là pour le Wenger une taille un petit peu plus réduite. Donc voilà, qui fonctionne tout aussi bien. Et puis à la base, pareil, ici on a le fameux dénudeur de câble. Et puis là par contre, intéressant, quelque chose de différent, puisque pour la petite histoire, quand Wenger fabriquait des couteaux pour l'armée suisse, ils avaient dû, parce que le brevet avait été déposé, se fournir au niveau des ouvre-boîtes chez Victorinox pour les installer sur leur couteau. Donc ça c'est pour la petite histoire. Alors celui-là il est assez particulier et il ressemble à celui que je vous ai montré sur le Surge, parce que voilà, il a vraiment cette grande courbure. Il va permettre d'être utilisé comme décapsuleur, mais pas seulement. On va pouvoir ouvrir évidemment des boîtes de conserve, mais également, et ce qu'on ne peut pas faire avec ces éléments là, c'est ouvrir une boîte, le dessus d'une boîte de soda. Donc voilà, une boîte en aluminium. Avec ça on y arrive très bien, donc on peut en faire par exemple un pot à crayon. Ça fonctionne très bien. Et puis on a ce côté tranchant qui va permettre de couper, voilà, d'ouvrir des cartons, ce genre de choses. Et ça c'est très bien. Donc voilà, je suis très content d'avoir ce petit couteau Wenger, qui pareil est d'une qualité irréprochable au niveau de sa fabrication. Fin de la première partie consacrée à Victorinox. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Vous inquiétez pas, la suite elle arrive, elle est en plein montage, ça demande énormément de travail ce type de vidéo évidemment. Donc là je continue sur les prochains épisodes, les prochains, je verrai combien de temps ça met. Et puis on parlera évidemment des plus grosses lames de chez Victorinox, on parlera du logo, on parlera des marquages, on parlera de plein d'autres choses. En tout cas, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, qu'on puisse justement échanger, discuter, me dire quels sont vos couteaux préférés, etc. Enfin voilà, ou en tout cas si cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite et puis moi je continue le montage. À très bientôt, c'était Chris Jones. Bye bye.